19 août 1944, 15h37, préfecture de police de Paris. Un homme grimpe sur le toit. Il déploie un drapeau tricolore. Le premier drapeau français à flotter sur un bâtiment officiel de Paris depuis 4 ans. En bas, dans la rue, les Allemands ouvrent le feu. Les balles sifflent, le drapeau est criblé d'impact. Mais il ne tombe pas. Et à cet instant précis, dans toute la capitale, des milliers d'hommes et de femmes sortent de l'ombre. Ils ont attendu 4 ans, 4 années d'occupation, d'humiliation, de terreur. Maintenant, ils en ont assez d'attendre. Les Alliés sont encore à 200 km. Eisenhower ne veut pas libérer Paris. Pas maintenant. Trop risqué, trop coûteux. Mais les Parisiens s'en fichent, car ce 19 août 1944, ils ont décidé quelque chose de fou, quelque chose d'impossible. Ils vont libérer Paris eux-mêmes. 20 000 résistants armés de fusils de chasse et de cocktails Molotov, face à 20 000 soldats allemands équipés de chars, de mitrailleuses, de canons. Ce qui va suivre, c'est 6 jours d'insurrection urbaine. 6 jours où Paris va brûler. 6 jours où la ville va se battre, rue par rue, barricade par barricade. Et à la fin, vous découvrirez pourquoi Hitler a donné l'ordre le plus terrible de toute la bataille. Paris doit être détruit, complètement. Accrochez-vous, car l'histoire que vous allez entendre, c'est celle du jour où Paris a refusé de mourir. Pour comprendre l'insurrection, il faut remonter quelques jours en arrière. Août 1944. La situation militaire est claire. Les Alliés déferlent à travers la France après le débarquement de Normandie. La Wehrmacht recule partout. L'Allemagne est en train de perdre la guerre. Mais à Paris, l'occupation continue. Les Allemands sont toujours là. 20 000 soldats. Le général Dietrich von Coltitz commande la garnison. Un homme dur, un vétéran, un homme qui a rasé Rotterdam en 1940. Dans l'ombre, la résistance s'organise. Les FFI, les forces françaises de l'intérieur, des communistes, des gaullistes, des socialistes, des gens de tous horizons unis par une seule chose, la haine de l'occupant. Leur chef s'appelle Henri Roll-Tanguy, colonel des FFI pour la région parisienne, ancien des brigades internationales en Espagne, un dur à cuire, un stratège. Mi-août, Roll-Tanguy reçoit des informations alarmantes. Les Allemands préparent quelque chose, ils minent les ponts, ils installant des explosifs dans les monuments. Le Grand Palais, Notre-Dame, les ministères. Le message est clair. Si Paris se soulève, les Allemands le détruiront. Mais il y a un autre problème. Les Alliés ne veulent pas libérer Paris. Pas maintenant. Eisenhower considère que c'est un piège. Une ville de 3 millions d'habitants à nourrir. Des combats urbains coûteux. Un détour stratégique. Son plan ? Contourner Paris. Foncer vers l'Allemagne. Laisser la capitale se flétrir. Les Parisiens sont seuls. Le 18 août, les cheminots se mettent en grève. Puis les postiers. Puis les policiers. Oui, même la police parisienne, qui a collaboré pendant 4 ans, bascule dans la résistance. C'est le signal qu'attendait Roll-Tanguy. Le 19 août, à l'aube, il donne l'ordre. Insurrection générale. Dans toute la ville, les résistants sortent de la clandestinité. Ils attaquent les patrouilles allemandes. Ils occupent les mairies. Ils construisent des barricades. 15h37, le drapeau tricolore flotte sur la préfecture de police. Paris vient de déclarer la guerre à l'occupant. « 19 août, fin d'après-midi. La ville se transforme. Des barricades surgissent partout. Plus de 600 en quelques heures. Les Parisiens arrachent les pavés, renversent les camions, empilent les meubles,
construisent des fortifications de fortune dans chaque quartier. C'est la tradition révolutionnaire française qui ressurgit. 1789, 1830, 1848, 1871, Paris sait se battre dans ses rues. Mais il y a un problème majeur, un problème terrible, les armes. Les FFI n'ont presque rien. Quelques fusils de chasse, des revolvers récupérés, des cocktails Molotov fabriqués dans des caves. On estime qu'il y a une arme pour 4 résistants, une arme pour 4. Face à eux, les Allemands ont des MG42, des mortiers, des canons anti-chars, des panzers. L'écart est abyssal. Mais les Parisiens ont autre chose. Ils connaissent leur ville. Chaque rue, chaque passage, chaque cour intérieure. C'est leur terrain. Les premiers combats éclatent près de la gare de l'Est. Un groupe de FFI tente une embuscade à une patrouille allemande. 3 soldats tombent. Les résistants récupèrent leurs armes et disparaissent dans les ruelles. Puis c'est au tour de Belleville, de Montmartre, de Ménilmontant. Partout, de petits groupes harcèlent l'ennemi, tirent, fuient, réapparaissent ailleurs. Les Allemands réagissent avec brutalité. Ils mitraillent les barricades, incendient des immeubles, exécutent des civils. Place de la République, un char allemand ouvre le feu sur une barricade. Les résistants n'ont que des bouteilles incendiaires. 3 hommes sont tués, mais ils tiennent. Le soir du 19 août, Paris est une ville en guerre. La fumée monte au-dessus des toits. Les coups de feu claquent dans la nuit, et personne ne sait qui va gagner, car les FFI ne peuvent pas tenir longtemps. Pas sans renfort, pas sans armes, pas sans les Alliés. « 20 août, 2e jour d'insurrection. La situation est critique. Les FFI manquent de tout, munitions, nourriture, médicaments. Les combats ont fait des centaines de blessés. Les hôpitaux débordent, et les Allemands resserrent l'étau. Von Coltitz ordonne une contre-offensive. Des chars Panther descendent les Champs-Élysées. Des troupes d'élite investissent le centre-ville. C'est à ce moment qu'intervient un personnage inattendu, le consul de Suède, Raoul Nordling, un diplomate, un homme qui veut éviter un bain de sang. Nordling obtient une rencontre avec von Coltitz. Il négocie une trêve, quelques heures de répit, pour évacuer les blessés, pour enterrer les morts. Von Coltitz accepte, pas par humanité, mais parce qu'il commence à comprendre quelque chose. Berlin lui ordonne de détruire Paris. Mais lui, le soldat prussien, le vétéran, hésite. Détruire Paris? Faire sauter Notre-Dame? Anéantir la plus belle ville d'Europe? Pour la première fois de sa carrière, von Coltitz doute. La trêve entre en vigueur le 20 août à midi. Les combats cessent. Un silence étrange s'installe sur la ville. Mais cette trêve est un piège, ou une erreur. Personne n'est vraiment d'accord. Rol-Tanguy est furieux. Pour lui, c'est une trahison. On ne négocie pas avec l'ennemi. On le chasse. Il refuse d'appliquer la trêve. Dans certains quartiers, les combats continuent. Les Allemands, eux, profitent du répit pour se regrouper, se fortifier, préparer la riposte. Le 21 août, la trêve vole en éclats. Les tirs reprennent, plus violents qu'avant. Et c'est là que les Parisiens comprennent la vérité. Personne ne viendra les sauver. Ni les Alliés, ni De Gaulle, ni personne. Ils devront se battre jusqu'au bout, ou mourir. Pendant ce temps, à 200 km de Paris, le général Eisenhower fait face au dilemme de sa vie. Il ne veut pas libérer Paris. Vraiment pas. C'est une catastrophe logistique. Une ville de 3 millions d'habitants nécessite 4000 tonnes de nourriture par jour. Ses troupes en ont besoin pour avancer vers l'Allemagne. Mais le général Leclerc, commandant de la 2e DB française, insiste. Il supplie.
Ils menacent même de désobéir aux ordres et de foncer sur Paris seul. Mes hommes sont français. Paris est français. Nous devons y aller. Eisenhower hésite. Puis un message arrive. Un message de la résistance. Un appel au secours désespéré. Paris se bat depuis 3 jours. Nous n'avons plus de munitions, plus de temps. Si vous ne venez pas, nous serons massacrés. Le 22 août, Eisenhower cède. Il donne à Leclerc l'autorisation de marcher sur Paris. La 2e division blindée française se met en route. 16 000 hommes, 4 000 véhicules, des chars Sherman, des canons. Mais il y a 200 kilomètres à parcourir. Des routes encombrées, des poches de résistance allemande. La 2e DB ne sera pas à Paris avant plusieurs jours. Les FFI doivent tenir. Encore un peu, juste un peu plus longtemps. « 23 août, 5e jour d'insurrection. Paris est à bout. Les combats ont fait plus de 1500 morts. Les quartiers sont dévastés, les munitions sont épuisées. Mais les Parisiens ne lâchent un rien. Au palais du Luxembourg, une poignée de FFI tient le bâtiment depuis 3 jours, contre des assauts répétés. Ils n'ont plus que quelques balles. Mais ils ne reculent pas. À l'hôtel de ville, les résistants repoussent une attaque de chars. Avec des cocktails Molotov, avec du courage, avec de la rage. Et partout dans la ville, les civils aident. Les femmes fabriquent des pansements. Les enfants servent de messagers. Les vieux construisent des barricades. Paris entier est en guerre. Le 24 août, enfin, les premiers éléments de la 2e DB arrivent aux portes de la ville. Les chars de Leclerc franchissent les boulevards extérieurs. Les Parisiens explosent de joie. Mais les combats ne sont pas finis. Loin de là. Les Allemands se battent pour chaque rue, chaque immeuble. Von Koltitz sait que c'est la fin. Mais il est soldat. Il obéit aux ordres. Il résiste. Toute la nuit du 24 au 25 août, Paris résonne du fracas des combats. Les chars français pilonnent les positions allemandes. Les FFI attaquent de partout. Les Allemands ripostent. Puis, le 25 août à 14h30, tout s'arrête. Von Koltitz signe la reddition. Dans la gare Montparnasse, devant Leclerc, devant les FFI, devant l'histoire. Paris est libre. « 6 jours. 20 000 résistants mal armés. 1500 morts. Des centaines de barricades. Paris s'est libéré avant que les Alliés n'arrivent. Certains disent que c'était fou, suicidaire, inutile, que les Alliés auraient libéré la ville de toute façon. Peut-être, mais les Parisiens ont refusé d'attendre. Ils ont refusé d'être des spectateurs de leur propre libération. Ils ont pris les armes, construit des barricades, affronté des chars avec des bouteilles incendiaires, et ils ont gagné. Aujourd'hui, quand vous marchez dans Paris, regardez bien les murs. Sur certains immeubles, il y a encore des impacts de balles, des plaques commémoratives, des noms gravés dans la pierre. Ce sont les traces de ces 6 jours où Paris a refusé de mourir. L'histoire du soulèvement des FFI. Le jour où une ville entière s'est levée contre l'oppression et a gagné.